Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF. Aujourd'hui, nous allons de l'autre côté de la frontière, en Suisse, pour accueillir le docteur Aurore Fellman, chef de clinique en urogynéco aux hôpitaux universitaires de Genève, suite à sa formation spécialisée à l'Université de Montréal en urogynéco et reconstruction pelvienne avancée. Océane va l'interroger sur la voie d'accouchement post-LOSA, lésion obstétricale de sphincter anal. Bonjour Aurore, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode podcast du Micro G Gynéco sur la voie d'accouchement après les déchirures stade 3 ou 4, après les lésions des sphincters de l'anus. On voulait situer, d'accord, commencer par discuter de la manière dont on pourrait évaluer les troubles fonctionnels d'une patiente qui a eu une déchirure des sphincters de l'anus lors de son accouchement précédent. Bon, tout d'abord, merci de m'avoir invité pour ce podcast. Pour revenir à la question, donc comment évaluer les troubles sphinctériens, tout d'abord, on essaye de voir les patientes au postpartum à 3 mois. On va vérifier la cicatrisation endo-anale, qui est un peu le gold standard pour évaluer la morphologie du sphincter anal interne et externe. On peut également s'aider dans certaines cliniques spécialisées de la manométrie. L'objectif pour l'échographie, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de défects résiduels qu'on peut retrouver dans 30 à 50% après une lésion obstétricale du sphincter anal qui a été réparée en postpartum. En fonction du type de lésion, les attitudes par rapport à la voie d'accouchement et les consignes vont être différentes. En tout cas, on est d'accord que peu importe les séquelles éventuelles en échographie, il n'y a jamais ou vraiment exceptionnellement de reprise chirurgicale secondaire juste sur la constatation échographique, mais éventuellement sur est-ce que ça peut arriver sur une association de lésions échographiques et de troubles fonctionnels résiduels importants? Alors, dans notre expérience, si il y a juste des lésions sphinctériennes résiduelles mais sans aucun symptôme, il n'y a aucune indication à faire quoi que ce soit. L'impact pourrait être sur la discussion de la voie d'accouchement, mais ce ne sera jamais une indication de reprise chirurgicale ou de traitement supplémentaire. D'accord, très bien. Et du coup, concernant la discussion sur la voie d'accouchement, c'est vraiment le nœud du sujet. Comment on informe une patiente pour décider avec elle de la voie d'accouchement de la grossesse suivante? Alors, la première chose, quand on les voit au postpartum, ces patientes, souvent, déjà, elles ne savent même pas ce qu'elles ont eu. Donc, une grande partie de la discussion, c'est d'expliquer qu'est-ce qu'elles ont eu comme lésion et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence à moyen et à long terme. Donc, il y a une bonne partie, c'est de l'éducation. Ensuite, on fait l'évaluation qui comprend l'anamnèse, qui est vraiment orientée sur les douleurs et sur les troubles anorectaux. Donc, on va rechercher s'il y a de l'incontinence anale, c'est-à-dire au gaz, s'il y a de l'incontinence fécale, au sel, qu'elle soit liquide ou solide. Ensuite, on fait donc l'échographie endo-anale. On va voir en fait l'intégrité, rechercher si le sphincter anal interne et externe sont intacts ou s'il y a des lésions résiduelles. Puis si on se base en fait sur ce qui a été fait donc d'autres cliniques spécialisées en traumatismes périnéaux, c'est surtout les lésions au niveau du sphincter anal externe qui peuvent aider à la décision de la voie d'accouchement, plus que les lésions résiduelles du sphincter anal interne. Et pour parler de lésions sphinctériennes du sphincter anal externe qu'on considère comme significatif, c'est qu'il y a une perte de substance pour au moins 30 degrés. Certaines équipes vont jusqu'à 90 degrés. Et puis, en fonction de l'échographie endo-anale, soit ça peut être avec des reconstructions 3D, soit c'est en 2D, mais il faut en tout cas que ça soit sur une partie de la longueur du sphincter anal. Et c'est le sphincter anal externe, en fait, il a 3 parties. Il a une partie profonde en lien avec les muscles puborectaux. Il a une partie qu'on dit superficielle et la partie sous-cutanée, c'est là où on perd le sphincter anal interne. Et il faut en général que 2 de ces 3 parties soient touchées pour que ce soit significatif aussi. Et du coup, si l'atteinte du sphincter externe est significative, là, c'est vraiment un argument pour s'orienter vers la césarienne dans l'idée que les symptômes pourraient s'aggraver sur une lésion d'un sphincter déjà endommagé, c'est ça?
Alors, c'était la société savante anglaise qui a décidé, qui avait la première en fait à discuter on peut accoucher par voie vaginale pour autant que le sphincter anal soit intact et qu'il n'y ait aucun trouble fonctionnel. C'était basé en fait sur les premières études où on avait vu que le risque d'incontinence fécale de novo après une lésion sphinctérienne arrivait lorsqu'il y avait des pressions de contraction anale qui étaient de moins de 20 mm de mercure ou quand il y avait un défaut du sphincter anal de plus de 90 degrés. Et ça, c'était les premières études en 99. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont décidé, comme suggestion, de dire s'il y a des lésions sphinctériennes résiduelles significatives, la césarienne pourrait être protectrice. D'accord. Et donc, du coup, l'information de la patiente pendant la consultation, en fonction qui est ou pas cette atteinte du sphincter externe, tu la formules comment? Alors, sur les patientes qui n'ont aucun symptôme, qui ont un sphincter qui a l'air tout à fait correct, là, je leur dis, écoutez, vous pouvez accoucher par voie vaginale sans qu'il y ait d'aggravation de votre risque d'incontinence anale qui existe déjà sur le fait qu'il y a déjà eu une première lésion. Et pour autant, qu'il n'y ait pas une récidive de lésion du sphincter anal. Et la récidive, on l'estime environ, selon les études, entre 5 à 10%. Et puis, lorsque ces patientes-là ont un défaut, on va dire, significatif au niveau du sphincter anal externe, mais qu'elles n'ont pas de symptômes, on pourrait imaginer un effet protecteur de la césarienne pour ces patientes qui ont une lésion sphinctérienne, mais pas de symptômes. Donc finalement, la discussion, elle se joue surtout là-dessus sur le risque d'aggravation de l'incontinence anale, on est d'accord? C'est-à-dire au gaz comme au sel. Alors, il y en a qui cèdent pour les symptômes par le questionnaire des symptômes de Saint-Marc, par exemple, où on va codifier en fonction de l'incontinence anale, si elle est journalière, si elle est hebdomadaire, mensuelle, si elle a de l'incontinence anale au sel liquide, pareil, si c'est journalier, hebdomadaire ou mensuel, et pour l'incontinence au sel solide. Et forcément, plus c'est fréquent et plus c'est assez, que ce soit au sel liquide ou au sel solide ou au gaz, ça va faire des scores plus importants. Alors, juste l'incontinence anale, on va dire, à une fois par mois, ça ferait un score de Saint-Marc à 1 sur 24, ce qui est considéré comme asymptomatique. OK. Est-ce qu'il y a d'autres arguments, selon toi, pour favoriser une voie d'accouchement plutôt qu'une autre dans les antécédents de déchirure des sphincters de l'anus? Alors, il y a des équipes qui s'aident avec la manométrie. La manométrie, elle va permettre de mesurer la contraction au robot, mais surtout la contraction volontaire. Et la contraction volontaire, on dit qu'elle est fortement atteinte s'il y a une augmentation de moins de 20 mm de mercure. Et ça, c'est utilisé dans certaines cliniques pour suggérer de faire une césarienne plutôt qu'un accouchement par voie vaginale, parce que c'est le signe d'une atteinte fonctionnelle du sphincter anal externe. Et toi, ton opinion, imaginons avec ce signe-là, mais une patiente post-symptomatique ou asymptomatique? Alors, l'idée d'éviter l'accouchement par voie vaginale après les patients qui ont un sphincter atteint significativement, avec une manométrie atteinte significativement, mais qui n'ont pas de symptômes, l'idée, c'est qu'elles ont vraiment des mécanismes de compensation qu'il faudrait conserver au maximum. D'où l'intérêt d'une césarienne et d'éviter un accouchement par voie vaginale. Maintenant, une patiente, par contre, qui est symptomatique, mais qui a un sphincter anal qui est intact et à la manométrie qui est correcte, elle, on va lui suggérer de faire un accouchement par voie vaginale, vu qu'on n'a pas de signe, que ce soit à l'échographie ou à la manométrie, qu'il y a une lésion résiduelle et que son incontinence fécale ou anale pourrait être expliquée par autre chose. Bien sûr. Pas d'autres arguments pour une voie d'accouchement plutôt qu'une autre? C'est le choix de la patiente de toute manière. Après, bien sûr, le choix de la patiente. Parce que même si une patiente a des risques d'avoir une aggravation de son incontinence anale, mais qu'elle veut absolument accoucher par voie vaginale, finalement, c'est elle, du moment qu'elle a été avertie, qu'elle est éclairée, c'est sa décision finale. On est tout à fait d'accord. Et j'ai eu la chance d'assister à une super présentation de ta part sur le sujet. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je sais que tu connais les guidelines au niveau international dans les autres pays. Qu'est-ce qui est recommandé par rapport à la voie d'accouchement après une LOSA ou après une déchirure stade 3 ou 4? Alors, donc, les recommandations françaises qui datent de 2018, pour elles, en fait, il n'y a pas de
de surrisque d'incontinence anale ou d'aggravation d'une incontinence anale préexistante si un accouchement par voie vaginale après une lésion du sphincter anal. Et puis, le risque de récidive, il le donne à entre 5 à 8%. Il parle qu'il y a un surrisque d'incontinence anale seulement en cas de récidive de lésion sphinctérienne. Toutefois, il propose quand même qu'il faut discuter la voie d'accouchement et de ne pas réaliser une césarienne systématiquement pour prévenir l'incontinence anale. Concernant le Royal College anglais, donc là, c'est des guidelines qui sont un peu plus anciennes de 2015. Puis, pour eux, on peut autoriser un accouchement par voie vaginale ou disons plutôt, on va proposer une césarienne chez des patientes qui sont symptomatiques ou qui présentent une manométrie pathologique ou une échographie endo-anale avec une lésion sphinctérienne résiduelle. Pour peut-être le Canada, s'il y a des francophones qui nous écoutent, donc eux suggèrent que s'il y a une bonne réparation, toutes les femmes pourraient accoucher par voie vaginale après une lésion sphinctérienne. Ils proposent également d'offrir une consultation postpartum ou anténatale pour discuter la voie d'accouchement en citant un risque de récidive de 4 à 8%. Et puis, ils ont une phrase un peu particulière. Ils disent que pour prévenir un cas d'incontinence anale chez les femmes qui ont eu une lésion du sphincter anal, il faudrait faire 2,3 césariennes pour éviter une incontinence anale. Ensuite, les Australiens, qui sont encore un peu plus larges, eux, qui datent de 2018, proposent de faire une consultation. Ils proposent également, rappellent le risque en fait d'augmentation du risque de lésion sphinctérienne récidivante s'il y a un poids de plus de 4 kg, s'il y a une instrumentation ou s'il y a eu une lésion sphinctérienne de haut degré comme une 3C ou un 4e degré. Et ils suggèrent une césarienne élective si la patiente a des symptômes, si elle a une souffrance psychologique ou sexuelle, si elle a un défaut sphinctérien significatif à l'échographie ou si elle avait une manométrie anormale ou en cas d'antécédent de 4e degré. Et puis également à la demande de la patiente. Disons que ça, c'est un peu les recommandations pour les sociétés savantes françaises, anglaises, canadiennes et australiennes. D'accord, super. C'est toujours intéressant de comprendre ce qui est conseillé ailleurs. Et est-ce que tu as des conseils de manière générale pour l'accueil, la prise en charge en salle d'accouchement d'une patiente avec un antécédent de déchirure stade 3 ou 4 ? Alors oui, en fait, à la fin des consultations que je fais en périnéologie, donc je donne toujours des suggestions pour la salle d'accouchement. Alors, la première chose, c'est de favoriser, bien sûr, au maximum l'accouchement vaginal spontané. Maintenant, en cas de nécessité d'instrumentation, je suggère de favoriser la ventouse plutôt que le forceps parce qu'on sait qu'il est potentiellement moins délétère sur le sphincter anal et sur les muscles du plancher pelvien. Et puis, la deuxième chose qui est débattue, c'est la place de l'épisiotomie médiolatérale. Alors, il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune société savante qui va dire que l'épisiotomie médiolatérale est systématique après une lésion du sphincter anal. Toutefois, il y a des données dans ces quelques dernières années, que ce soit sur des études observationnelles, sur des études de cohorte, qui montrent quand même que quand on fait une épisiotomie médiolatérale après une lésion du sphincter anal, il y aurait un effet protecteur. Donc, il y avait une première étude qui était en 2020 avec une cohorte de plus de 2000 patientes en Angleterre. Et là, il y avait un odds ratio à 0,2, ce qui voulait dire qu'il faudrait 8 épisiotomies pour prévenir une récidive de lésion sphinctérienne récidivante. Il y a eu encore 2 autres études populationnelles avec des populations à 600 000 patientes et 390 000 patientes qui montraient que l'épisiotomie chez ces patientes qui avaient un antécédent de lésion du sphincter anal, on réduisait le risque avec un odds ratio de 0,6 pour la première étude et 0,4 pour la deuxième étude si c'est un accouchement vaginal spontané et 0,2 si c'est un accouchement vaginal assisté. Puis, il y a également une étude par l'équipe de Croydon, donc c'est les docteurs Sultan et Takar qui sont les référents pour tout ce qui est prise en charge des lésions sphinctériennes. Donc, eux suggèrent, sur la base d'une étude qu'ils avaient faite également, qui montrait une réduction de 80% lorsqu'on faisait une épisiotomie médiolatérale après une lésion sphinctérienne, de faire une épisiotomie lors de ces antécédents.
Donc, c'est pour ça que ce que je donne maintenant comme indication et ce que j'explique aux patientes, c'est que l'indication à l'épisiotomie doit être large. C'est-à-dire que si on hésite à la faire, il faut la faire. Et que si c'est en cas d'instrument par forceps sur un antécédent de lésion sphinctérienne, il faudrait faire une épisiotomie. D'accord. Eh bien, on prend en compte ton opinion et merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.